RCF. Les martyrs du Vietnam du XVIIe siècle à nos jours. Le 19 juin 2018 ouvrait pour les catholiques vietnamiens une année jubilaire afin de marquer le 30e anniversaire de la canonisation des 117 martyrs du Vietnam. Le 19 juin 1988 à Rome par Saint Jean-Paul II. Près de 20 000 catholiques de l'archidiocèse de Hanoï, par une chaleur écrasante, ont participé à la messe anniversaire organisée au centre de pèlerinage de So Kien dans la province de Hanam, en présence de 13 évêques et de 300 prêtres. Ce centre de pèlerinage comprend notamment la basilique mineure de l'Immaculée Conception de Marie, construite il y a 135 ans. Richement décoré, ce centre abrite les reliques de beaucoup de martyrs ainsi que des cordes, chaînes et piloris qui ont été utilisés pour les torturer. Dans ce premier épisode de votre nouvelle émission Pèlerin de Dieu, nous vous proposons de découvrir la longue histoire des martyrs du Vietnam en remontant aux origines de l'évangélisation de la péninsule indochinoise au XVIe et XVIIe siècle. Revivez avec nous la vie de ces missionnaires intrépides et zélés qui ont offert leur vie par amour de Jésus-Christ et dont certains sont allés jusqu'au martyr. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Bienvenue chers amis auditeurs de RCF dans un grand voyage. Nous partons complètement à l'est vers l'Asie secrète, longtemps imperméable à la pénétration chrétienne. À l'inverse de l'Amérique et de l'Afrique, la vie du Christ pourtant s'est déroulée sur la frange occidentale de ce continent asiatique, mais de grands déserts ont empêché longtemps les missionnaires d'y annoncer l'évangile. 3 vagues de prédication ont pourtant fini par l'atteindre. Nous sommes au Moyen-Âge, avant que l'islam n'ait submergé les chrétientés et bloqué les communications. Ce sont les frères mendiants, les disciples de Saint François d'Assise, disciples du Christ par l'intercession de Saint François d'Assise, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, ils ont rencontré les premiers chrétiens nestoriens qui devaient à la Perse leur évangélisation dans l'Antiquité, et on mentionne notamment au XIIIe siècle, ces missionnaires franciscains mentionnent un royaume chrétien dans l'actuelle Mongolie. Et puis, la vague la plus importante, c'est évidemment à l'époque des grandes découvertes. Tout le monde se souvient, 1492, Christophe Colomb, et puis tous les navigateurs portugais, espagnols qui sillonnent les océans. C'est la grande découverte de l'océan Indien, et donc les marins portugais et espagnols vont accoster sur ces terres formées aujourd'hui par le Vietnam. Alors, lorsque ces premiers missionnaires du XVIe siècle, à l'aube de l'époque moderne, à l'époque de la Renaissance, débarquent, ils ont en fait dans la poche le livre de Marco Polo, de la fin du XIIIe siècle, qui dit avoir relâché au royaume de Ziampa sur la route maritime qui le ramenait à Venise après les 20 années qu'il passa en Chine. Et là, Ziampa, situé dans la partie sud de l'actuel Vietnam, était khmer de race et de culture. Alors je vous cite un petit mot de Marco Polo pour brosser un petit peu le contexte. Ce pays est de grande étendue et riche. Il est gouverné par ses propres rois et il a son langage particulier. Les habitants sont des adorateurs d'idoles. Un tribut annuel d'éléphants, mais rien d'autre que d'éléphants, est versé au Grand Khan. C'est la seule source, Marco Polo, fin du XIIIe siècle, la seule source littéraire occidentale capable de fournir quelques connaissances. Alors, le premier prêtre qui pénétra au Vietnam le fit avant
1533. On le devine par un édit qui proscrit le christianisme. Ça devait être un missionnaire européen, probablement portugais, du nom d'Ignace, arrivé par Malacca, mais on ne sait pas grand-chose de lui. Et finalement, tous les missionnaires vont devoir apprendre à connaître ce milieu humain de la péninsule indo-chinoise qui est tout à fait différent et exotique. Donc le Vietnam actuel, c'est la partie est de la péninsule indo-chinoise et donc il faut remonter à peu près au Xe siècle pour comprendre un peu l'historique de cette constitution de la nation du peuple vietnamien, en fait qui est plutôt un peuple qui envahit par le nord cette péninsule et qui va repousser les autres populations. Donc on a un fond de population qui est plutôt mélanésien, qui vient du sud de l'Asie, de l'Océanie. Et donc ce peuple va être poussé vers les montagnes et va s'étendre au détriment des populations khmères notamment, une population qui est davantage liée à la migration chinoise. Et donc on a un royaume vietnamien qui est en expansion constante depuis le nord vers le sud. Alors effectivement, quand on voit aujourd'hui au niveau ethnique, les éléments chinois de la population sont prédominants, même s'il y a encore un certain mélange. Et donc on va avoir un royaume vietnamien qui s'étend de façon militaire, avec notamment des colonies militaires, des colonies, donc des camps, voilà, donc avec un don de terre donné aux soldats qui permet de fortifier les positions et de les assurer. Donc une expansion de la culture chinoise et du coup une certaine dépendance envers l'empereur de Chine, une vassalité qui va s'effacer progressivement avec une autonomisation de la péninsule. Et on retrouve une très forte prépondérance de la culture chinoise et du confucianisme avec l'importance des liens familiaux. Donc le père est le chef de famille et c'est lui qui assure la cohésion de son clan et le lien avec les ancêtres. Donc il y a un culte des ancêtres qui est très marquant dans cette société confucéenne et qui est la base de la société. Et l'empereur lui-même, eh bien, est comme le père du peuple. Il est comme un père de l'ensemble de ses familles. Et vous avez une double structure, donc à la fois une structure locale avec une très forte autonomie ce qu'on peut appeler des communes, donc qui est un ensemble de villages regroupés autour d'un bourg plus important, et donc là qui repose sur une structure notamment dans laquelle les anciens sont prépondérants, les chefs de famille, et puis les mandarins, donc les délégués du pouvoir central qui ont aussi une forte autorité, mais qui font la connexion entre ces deux autorités fortes qui sont celles de l'empereur, l'autorité centrale, et celle des communes au niveau local. Alors les Européens vont être complètement perdus dans ces structures de société. Ils vont mettre du temps à s'y retrouver, savoir à qui il faut s'adresser, comment se retrouver dans ces différentes autorités qui se croisent. Et donc, à l'époque où les Européens arrivent, on est dans une période de guerre civile où le royaume est coupé entre deux influences, donc entre le clan des Lé et le clan des Mac. Voilà, donc qui se disputent le pays. Et donc, c'est dans ce contexte compliqué que va se dérouler la première christianisation, la première mission, l'arrivée du christianisme au Vietnam. Oui, après le premier missionnaire, le mystérieux Père Ignace, il faut attendre le milieu du XVIe siècle avec des missionnaires dominicains. À Malacca, donc au sud, à côté du détroit de Malacca, il y avait une implantation portugaise déjà forte au milieu du XVIe siècle, peut-être 18 couvents ou églises desservies par les frères prêcheurs dans la presqu'île et les îles voisines. Et le premier missionnaire dominicain fut le père Gaspard de Santa Cruz, qui avait quitté Lisbonne en mars 1548, accompagné et soutenu par la congrégation dominicaine de Sainte-Croix pour les Indes orientales. Il va pénétrer au Cambodge, en pays khmer, après avoir parcouru la côte de la presqu'île, puis il continue et traverse le Vietnam avant d'entrer en Chine en 1555. Et après lui, d'autres missionnaires dominicains se hasardent au Cambodge. La petite chrétienté embryonnaire donc se commence avec ces dominicains portugais, mais également des franciscains de Malacca
Cuba et des Philippines, des augustins et de quelques prêtres séculiers. Quelques conversions, quelques églises fondées, aussi quelques martyrs, mais l'instabilité du personnel missionnaire, l'ignorance des mœurs du pays, le manque de connaissance de la langue, le défaut de méthode empêchèrent la création d'une authentique mission, le vrai départ. Il fallait attendre encore un bon demi-siècle. C'est un prêtre séculier, cette fois-ci espagnol, le père Ordonez de Cevallos, qui débarque à la fin du XVIe siècle au Tonkin en 1590, où alors là, il obtient des résultats étonnants. En 7 ou 8 mois, se faisant assister d'un interprète, il gagne à la foi chrétienne quelques parents du roi et des membres de la cour. Mais il est finalement expulsé. Enfin, avant d'aborder la grande période avec les jésuites et les réfugiés chrétiens japonais, une circonstance politique intervient au début du XVIIe siècle qui va faciliter quelque peu l'apostolat missionnaire. C'est la division, à partir de 1620, du Vietnam en 2 grands ensembles. Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường cho lung linh anh niềm màu, đến tới thiên đường nhiệm màu. Thiết tha là như cánh vàng kêu sương Chúa. Gian mấy tơ vàng cây cao siêu lê tôn thờ, con khấn xin người thương tình, khấn cầu là Chúa hãy dù thương ban muôn hồng. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. C'est sur cette jolie voix de Mariana Pham, donc une Vietnamienne qui chante sa foi en Jésus, que nous plongeons dans cette église naissante du Vietnam, avec les premiers missionnaires qui arrivent au XVIIe siècle dans ce pays, dans un contexte de première évangélisation de l'Asie tout à fait particulière. Donc les jésuites, notamment avec la figure de François Xavier, se sont avancés à partir des côtes de l'Inde, avec une évangélisation très difficile, des villages de pêcheurs ravagés sans cesse par les excursions des musulmans. Donc un contexte de mission compliqué, soutenu par les couronnes, notamment du Portugal et d'Espagne, donc très lié aussi à la progression commerciale, mais avec des motifs totalement différents. On y reviendra. Et donc François Xavier cherche donc au XVIe siècle à avancer vers la Chine. Ce qu'il a le désir, c'est de porter le Christ en Chine, qui est totalement fermée. Et donc après plusieurs essais, on va pas trop s'intéresser au Vietnam, et donc il va trouver au Japon un accueil extraordinaire. Et donc il y a un âge d'or, donc il y est en 1549. Il quitte le Japon après avoir posé les premières fondations d'une évangélisation. Il trouve un terrain extraordinaire à la mission. Donc il y a une première floraison du Japon chrétien, donc entre 1549 et 1587, et on sait que à partir de 1587, il y a des coups qui sont donnés à cette chrétienté, où les jésuites vont être chassés, il va y avoir de nombreux martyrs, et donc vous avez donc un nombre très important de chrétiens. On a parlé de 300 000 chrétiens au Japon. Et bien vous avez plusieurs coups d'arrêt. En fait, ça se fait pas en une fois, mais donc vous avez une élimination, une éradication quasi totale du christianisme japonais. Et vous avez donc ces missionnaires qui étaient là et ces prêtres, ces chrétiens dont certains fuient, et donc ils vont répandre aussi le reste de l'Asie, avec la Chine qui est toujours fermée, de missionnaires, de chrétiens réfugiés. Et donc notamment à Macao vont affluer nombre de missionnaires jésuites. Et donc à partir de ce moment-là, on va se réintéresser au Tonkin, avec aussi un étonnement vous l'avez mentionné juste avant la pause musicale, de la fécondité de cette annonce, qui rencontre un terrain très très propice. Et donc à partir de 1626, on est au XVIIe siècle, le Tonkin se réouvre donc avec l'arrivée de jésuites qui viennent de Macao. Alors nous sommes en 1627, vous l'avez dit, le père Pierre Marquet et le père Alexandre de Rhodes. Alors lui, le père Alexandre de Rhodes, c'est lui vraiment
Il faut retenir, c'est un provençal du comtat venessin, descendant de Marane d'Espagne, des juifs convertis au catholicisme, réfugiés dans les États du pape, donc un français, mais dans les États du pape, qui va réussir en 3 semaines à s'initier avec l'aide d'un jeune garçon à tous les divers tons et à la façon de prononcer tous les mots. Il ne savait pas encore couramment le vietnamien, mais son oreille était faite et il possédait un don extraordinaire pour les langues. Et ses autres qualités humaines, affectueux, lui rendaient la communication aisée avec les êtres apparemment les plus étrangers, et c'était un missionnaire vraiment zélé. Et là, eh bien, il va essayer de développer son apostolat, mais il va s'y reprendre à 3 fois. En fait, il va y avoir 3 missions du même père de Rhodes, 1625, 1626, 1627, 1630 et 1640, 1645. Pendant 20 ans, 3 séjours, et à chaque fois, il est expulsé. Mais on sait que sa première prédication a été très féconde. Alors, je vais citer quelques écrits, puisqu'il nous a laissé toute une littérature où il expliquait qu'il fallait prêcher 4 ou même 6 fois par jour, notamment à Hanoï, lors de son 2e séjour, à raison d'1 heure pour chaque conférence. À Noël, il estimait s'être fait entendre par 100 000 personnes au cours de ses divers exposés. Le Tonkin entendait donc parler de Jésus-Christ. On parle d'un miracle analogue au Japon, mais évidemment, les oppositions vont être importante, 3 fois il va être expulsé, et ça, les causes sont quand même multiples. L'une était la morale chrétienne et ses exigences, mais surtout la polygamie, parce que lorsqu'un noble se convertissait, il devait renvoyer toutes ses épouses à l'exception d'une seule, et évidemment les familles se sentaient lésées. Et puis il y avait un lien apparent entre le baptême et la mort, parce que les missionnaires retardaient au dernier moment le baptême, et donc les Vietnamiens pensaient qu'une fois qu'on était baptisé, on allait rapidement mourir. Et puis évidemment on avait une opposition de fond face au bouddhisme, qui fait que il va être finalement expulsé en 1645, et là vont débuter les premiers martyrs. Alors le premier martyr du Vietnam, c'est André Trung, qui a 19 ans, qui est un catéchiste formé par le père de Rhodes. C'est-à-dire que il y a très peu de jésuites et de missionnaires qui peuvent entrer dans le pays, et donc la stratégie qui va être mise en place, c'est de former des catéchistes, on va y revenir, qui sont eux-mêmes responsables de la mission, mais de l'annonce de la parole de Dieu à tous. Alors donc la parole se répand de façon rapide et forte, et donc il y a ces résistances qui viennent notamment avec le gouverneur de la province de Cham, donc cette élite qui avait plaisir à rencontrer les missionnaires pour parler de sciences, de culture, d'art, mais qui s'arrêtait quand il s'agissait de parler du Christ et de conversion de vie. Donc pourtant, avec une évangélisation, on y reviendra aussi, qui respecte profondément la culture du Vietnam, les missionnaires se gardent bien de reproduire les erreurs qu'ils ont fait dans le passé en méprisant les cultures locales. Et donc, cet André est un des catéchistes du père de Rhodes. Il a 19 ans, et donc il est le principal collaborateur du missionnaire, et il est arrêté donc par les émissaires du gouverneur, et donc il est percé de 3 lances, puis finalement décapité. Alors le père de Rhodes va faire une relation donc de ce martyr qui va être qui va avoir donc qui est très fort inspiré aussi des premiers martyrs chrétiens, et notamment des récits d'Ignace d'Antioche. On se retrouve avec les martyrs du Vietnam dans cette ambiance de premier christianisme, avec une vitalité absolument étonnante et une force de l'Esprit Saint qui donne vraiment une grâce et une force à ces témoins, à ces premiers témoins du Christ, un attachement au Christ qui surprend tout le monde, et le récit de ce martyr va avoir un très fort impact également en Europe. Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường cho lung linh anh nhiệm màu, lên tới thiên đường nhiệm màu thiết tha là như
Chúa hãy dù thương ban muôn hồng ân. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Nous sommes au XVIIe siècle au Vietnam avec le père Alexandre de Rhodes, ce grand missionnaire zélé qui va s'y reprendre à 3 fois en étant à chaque fois expulsé pour essayer pour baptiser à tour de bras. En fait, il prenait dans ses relations 2 jours de la semaine pour donner le baptême à ceux qui le demandaient. On est à 10, 20, 100, plusieurs milliers. On pense à plus de 82 000 convertis en ce milieu du XVIIe siècle, et le père de Rhodes va notamment transcrire du vietnamien en caractère romain, qui va devenir l'écriture nationale aujourd'hui, et depuis à partir du XIXe siècle. En fait, il a systématisé un procédé utilisé par d'autres missionnaires, notamment des jésuites, qui au départ transcrivaient spontanément les sons qu'ils entendaient dans le type d'écriture qui leur était familier. Mais en fait, le père de Rhodes va créer le Knoc Nu, qui reste pratiquement réservé à la minorité chrétienne jusque la fin du XIXe siècle, alors que tous les Vietnamiens sont fidèles à l'écriture chinoise adaptée. Et cette transcription va devenir la transcription nationale vietnamienne. Donc c'est un beau missionnaire européen, français, qui va passer toute sa vie d'adoption et donner un service très important à la culture de la culture vietnamienne. Il va faire paraître un dictionnaire annamite portugais latin et également un catéchisme pour ceux qui veulent recevoir le baptême expliqué en 8 jours. Et cet écrit a été composé pour un lecteur vietnamien. Il date donc du XVIIe siècle, familier avec la culture de son pays. Il contient des proverbes, des mots amusants, des anecdotes destinées à faire comprendre la doctrine chrétienne. Alors, cette pénétration du christianisme dans la culture du Vietnam, elle se fait dans un grand respect, on l'a dit, de la culture vietnamienne. On va essayer de s'ancrer dans cette culture en la respectant. Et les missionnaires se rendent compte qu'ils pourront jamais être nombreux dans cette église. Il pourra y avoir des missionnaires, mais l'évangélisation, elle va reposer d'abord sur les Vietnamiens eux-mêmes. Donc c'est l'institution des catéchistes, donc qui sont chargés de l'annonce de l'évangile et qui vont être formés donc alors c'est une intuition géniale du père de Rhodes et qui est portée plus largement par l'Église. Donc ils vont être formés, mais dans le sens pratiquement de religieux. Il en fait les catéchistes qui l'entourent. Il y a une petite équipe de catéchistes comme ça. Pratiquement c'est des novices jésuites et ils sont totalement donnés à l'évangélisation. Ils s'engagent au célibat et donc ils sont prêts à pratiquement être ordonnés. Et donc ça va être l'idée qui va être poursuivie. Donc en 745, le père de Rhodes est expulsé du Tonkin. On prévient que tous ceux qui redéposeraient un missionnaire auraient également la tête tranchée. Donc lui-même, il échappe au martyre. Il dit vraiment le regretter dans le sens qu'il aurait voulu donner sa vie au Christ avec ces catéchistes qui ont été massacrés. Au total, il y en a eu 4. Et donc il y a ce désir aussi d'assurer la pérennité de cette église. Il estime, on n'est pas trop sûr des chiffres, mais il estime en 1640 qu'il y a déjà 82 000 chrétiens. En 1645, au moment où il est expulsé, il les estime à 190 000. Et donc en 1649, il estime ce chiffre à 300 000. Alors on n'est pas tout à fait sûr, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un rythme de croissance tout à fait considérable d'environ 15 000 chrétiens par an dans ces années-là. Et donc cette mission, cette mission est assurée d'abord par ces laïcs catéchistes dont on se dit il faut trouver un moyen de les ordonner pour que ce soit eux-mêmes qui évangélisent et qui assurent cette pérennité de l'évangile au Vietnam. Alors cela se fait
on l'a dit, dans un immense respect de la culture, avec un travail de nuance de l'évangélisation pour trouver les pierres d'attente, ce qui, dans la culture vietnamienne, est propice à l'annonce de l'évangile et ce qui, par l'influence de l'évangile, devra, avec le temps et en douceur, être converti pour se conformer à l'exigence du Christ.